Ça change d'écran. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live consacré au développement durable et plus précisément, on va vous parler d'agriculture urbaine avec Olivier Fontenas. Bonsoir Olivier. Salut, salut Tanguy, salut à tous. Alors Olivier, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien résident de la cité déjà, qui a fait beaucoup de choses à la cité et entre autres qui a pas mal œuvré pour le Jardin du Monde. Exactement. Tu as fait dans quelle Je suis maison arri- déjà? Alors, je suis arrivé à la Cité internationale en 2015 parce que j'étais étudiant à AgroParisTech et donc qui dit étudiant à AgroParisTech, je me suis retrouvé à la Maison internationale d'AgroParisTech, la MINA, également très connue pour ses soirées du mercredi soir. Le petit caveau. Euh, le petit caveau, voilà. Et donc voilà, j'ai passé 3 années à la cité universitaire qui était extraordinaire, les 3 plus belles années de ma vie. Je crois que ça a été aussi les 3 plus belles années de ma vie parce que bah, justement, comme tu l'as dit, je me suis beaucoup impliqué dans le jardin partagé qui s'appelle le Jardin du Monde, qui se trouve au milieu du campus. Donc un petit jardin partagé de 200 mètres carrés et c'est là-bas que je me suis fait le plus d'amis, des amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Voilà, alors c'est vrai qu'un des slogans de la cité, c'est construisons ensemble des biens durables et voilà, ça marche aussi de temps en temps, C'est même ça. souvent et c'est ça qui est bien comme cadre de vie. Bah, je te propose qu'on parle un petit peu de toi pour commencer, avant Mhm. d'entamer le vif du sujet, voir un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc bah, déjà, tu nous as un peu évoqué le fait que tu as fait des études à AgroParisTech. C'était quoi là? Tu Mhm. avais une spécialité? C'était ingénieur généraliste en agronomie ou je ne sais pas. Alors j'ai fait plutôt un parcours master, pas ingénieur là-bas, et ma spécialité c'était sur l'étude du sol et la gestion des services écosystémiques. Alors services écosystémiques, c'est un terme qui regroupe en fait tous les apports positifs que la nature apporte à l'homme. Donc on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais ça peut être bah, par un service écosystémique. Puis il y a aussi régulation des eaux quand il y a des grosses pluies ou quand il y a des grosses sécheresses. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans sur ces thématiques-là. D'accord, donc c'est un profil assez complet finalement. Il y a quoi? Oula. Il y a de la technique, il y a de la philosophie écologique. Ça regroupe quoi comme formation finalement? Ah, je crois que nous avons un petit lâchage technique. Comme ça nous arrive assez régulièrement, il faut avouer. Voilà, le monde de la visioconférence n'est pas toujours ce qu'il est. Ouais, pardon. Voilà, le retour. J'ai compris. Il faut quitter et revenir. Donc oui, ta formation, c'est quoi? C'est quelque chose qui est plutôt d'ordre technique, il y a un petit peu de philosophie sur les écosystèmes. Ça regroupe quoi Ouais. comme type de formation? C'est ça, ça regroupe beaucoup de choses. On a vu pas mal de techniques, mais il y a aussi un peu tout ce qui est spirituel sur bah, la nature, sur le sol, qu'est-ce que ça apporte. On sait que ça a beaucoup d'importance, par exemple en Amérique latine, beaucoup plus que dans notre culture occidentale. Donc voilà, mais j'ai beaucoup quand même beaucoup travaillé sur l'aspect technique du sol. D'accord. Et du coup, donc au travers de ces études, tu as eu à un moment donné peut-être une forme de déclic, quelque chose qui t'a attiré plus particulièrement vers ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Voilà, alors tout à fait. En fait, le gros déclic, ça a été après mes études, à la fin du master, j'ai fait un service civique. J'étais un peu paumé à ce moment-là, j'avais un peu du mal à trouver du boulot, et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai moins de 25 ans, pourquoi pas essayer de faire un service civique. Et c'est une très bonne expérience. Alors tout le monde ne l'a peut-être pas vécu de cette façon-là, mais moi je le recommande. Si on ne sait pas trop quoi faire dans sa vie et qu'on est un peu perdu, bah c'est une belle façon de donner de son temps. Donc le service civique, c'est du volontariat rémunéré. Tu vas passer
entre minimum 6 mois, 1 an dans une association ou une institution publique pour les aider à faire de la médiation, à faire des ateliers. Et moi, ma mission, elle était avec l'Académie de Paris. J'étais dans un collège où notre objectif, c'était de sensibiliser les collégiens au développement durable et à la végétalisation de la ville. Et donc dans ce cadre-là, on leur a fait beaucoup de visites de fermes urbaines qui existaient déjà. On leur a fait monter un projet également de construction de potagers dans leur cours de récréation. Et au bout des 6 mois de service civique, je me suis dit mais voilà, c'est ça qui me plaît. J'ai envie d'être en contact avec le public. J'ai toujours beaucoup aimé la nature parce que j'ai grandi à la campagne et j'avais envie de continuer dans cette voie-là. Donc j'ai décidé d'essayer de m'orienter dans ce domaine-là. Donc j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qui existait, les structures, qui c'est qui employait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'emplois que maintenant en agriculture urbaine. Et il y avait un nouveau poste qui s'était ouvert à la recyclerie, enfin un nouveau poste, un départ de la recyclerie. Donc ils cherchaient un remplaçant et j'ai postulé. Je me suis monté très motivé et je crois que c'est ce qui a pris et que je me suis maintenant à la recyclerie. Pour revenir juste sur la partie collège, t'as senti les collégiens plutôt intéressés par ces sujets-là? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les plus petits dans les écoles qui sont assez prescripteurs finalement dans les familles sur tout ce qui est tri, recyclage. C'est vrai que l'éducation nationale, voilà, vraiment essaie de faire rentrer ça dans les habitudes des enfants pour qu'ils aillent prescrire ces habitudes-là auprès de leurs parents. Mm. C'est vrai qu'au collège, on peut se dire que des fois, ils sont peut-être un peu moins, c'est moins leur sujet de préoccupation. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience? Alors c'était assez particulier parce que c'était un collège avec que des citadins. Très peu avaient grandi à la campagne. Leur collège, leur cours de récréation, c'était affreux. Il y avait 3 arbres qui étaient entourés de béton. Ils avaient que Les du briques de béton. lait poussent dans les arbres, c'est ça, non? Pardon? Les briques de lait poussent dans les arbres? Ouais, exactement. Les poissons panés arrivent tels quels. Non, bon, ils étaient pas non plus. Ils savaient quelques trucs, mais ils avaient peur des insectes. Il y en avait même qui avaient peur des papillons. Ils savaient pas trop comment ça se passait, des feuilles dans la forêt. Bon, ils l'avaient vu en cours, mais quand on habite à Paris, c'est pas toujours facile d'être facilement en contact avec la nature pendant des sorties scolaires. Puis on n'est pas régulièrement en dehors de ces sorties scolaires-là. Si les parents le font pas, les enfants seront pas en contact avec la nature. Donc c'était un milieu très spécial. Et au début, on a eu beaucoup de réticence à notre projet de potager dans la cour de récréation. Il y avait beaucoup de craintes sur les insectes, sur des hôtels insectes qu'on aurait construits pour les attirer. Ils avaient peur que ça les attaque. Mais au bout de 6 mois, à force de les sensibiliser, eh bien, il y a eu un changement, je pense, pour certains d'entre eux, enfin une bonne partie, j'espère, de vision sur la nature. Et puis, on leur a fait voir le bon côté des choses et aussi l'importance que a la nature pour leur vie. Et les parents se sont aussi peut-être un peu impliqués, alors même si peut-être au collège, c'est bon, les associations de parents sont quand même assez fortes, peut-être un petit peu moins présents que ce qu'on a dans les plus petites classes, mais les parents aussi ont joué les jeux. Oui, alors après, on les a pas trop vus. On les a surtout vus quelques-uns pour les sorties scolaires pour nous encadrer. Mais quand on leur a présenté notre projet lors du conseil des parents, une grande réunion avec bah, tous les enseignants, toutes les directrices, ils étaient super emballés par notre projet de sortie dans des fermes urbaines, de construire des potagers, de reconnecter les élèves avec la nature, le fait de faire voir grandir des petites graines, des petits plants. Donc ils ont adoré, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, de ce public plutôt jeune, donc tu arrives à un moment donné à la recyclerie, un petit peu après, donc tu te retrouves quoi avec un public qui est sûrement un peu plus varié en termes de tranche d'âge? Alors le public de la recyclerie, donc juste pour situer rapidement le lieu, l'histoire et qu'est-ce qu'on y fait. Donc la recyclerie, on est sur une ancienne gare ferroviaire, une ancienne gare de train. On est à Porte de Clignancourt, donc dans le 18e arrondissement, à l'opposé de là où j'ai vécu pendant 3 ans. Et en fait, ce lieu, c'est un tiers-lieu. Donc c'est un lieu de vie. Il y a des gens qui viennent travailler, il y a des gens qui viennent manger, il y en a des gens qui viennent boire. Et puis, on a aussi plein d'autres activités à côté.
Pour faire très simple, hein, on a une activité marchande qui est notre restauration, et à côté on a une autre structure associative qui propose des activités non marchandes, donc un atelier de réparation pour lutter contre l'obsolescence programmée, hein, on fait des réparations d'aspirateurs, de visseuses perceuses, des prêts d'objets de bricolage, une Voilà, nous programmation de vélo à la cité, esprit vélo par volant, exemple, voilà, un petit voilà pour lien. un petit clin d'œil à vélo volant. On a également une programmation éco-culturelle, donc ça ressemble un petit peu à Cité Talk, hein, c'est des débats, des conférences, des projections de films sur le développement durable, sur la permaculture, l'agroécologie, plein de choses, le zéro déchet. Et puis le troisième volet dans lequel moi j'interviens particulièrement, c'est la ferme urbaine. Et donc notre ferme urbaine, l'objectif c'est à la fois du faire du pédagogique, donc comme tu l'as dit, on est en contact avec le public, beaucoup plus vaste que ce que j'ai eu en service civique, puisque dans les visites que l'on fait à la recyclerie, il y en a à peu près 150 par an, on a Oui, des publics adultes, des publics plutôt professionnels, hein, ça arrive d'avoir des entreprises, donc là ça peut être un peu différent aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pour une visite mais qui viennent pour un séminaire. Donc, si tu veux, ils viennent pas d'eux-mêmes. Donc, faut arriver aussi un petit peu à les les attirer. amadouer, à les attirer. On a toute la tranche de scolaire, hein, de la crèche, donc des tout petits, qui parlent parfois même pas, jusqu'aux études supérieures, dans toutes les langues, hein, parce que la recyclerie, elle est connue maintenant un peu à l'international, donc on fait des visites en anglais parfois. Et puis, on a aussi des publics pour le côté plus thérapeutique de notre travail, c'est-à-dire on a un IME qui vient toutes les 2 semaines, donc un institut médico-éducatif, donc des adolescents autistes, et un hôpital de jour. Donc on a aussi des handicapés qui viennent régulièrement faire des visites ou du jardinage même avec nous. Donc tu vois, on a un peu tous ces volets-là, adultes, enfants, et aussi un peu plus thérapeutique. Du coup, moi, tout à l'heure, je regardais le site de la recyclerie. Donc, il y avait l'air d'avoir un volet de travail avec des riverains. Donc, par exemple, il y avait 150 seaux de compost. Voilà, c'est toi qui t'occupe de ça? Voilà, alors il y a le côté pédagogique dont on vient parler, et puis il y a aussi le côté production. Alors, on fait de la production. Dans la production, j'aimerais mettre deux choses, la production et la revalorisation. Production, donc tout ce qu'on fait dans le potager va être utilisé dans le restaurant, et ce sont les riverains, donc des bénévoles adhérents de l'association, qui viennent régulièrement nous donner des coups de main, parce que c'est des gens qui bah voilà, le 18e arrondissement, c'est un arrondissement très dense. Il n'y a pas tout le temps des parcs, ils sont pas toujours très accessibles. C'est peut-être des gens qui ont envie de se remettre les mains dans la terre et donc qui viennent partager du temps avec nous, qui viennent rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est les côtés participatifs du jardinage. La production va au restaurant et on a aussi un gros travail de revalorisation, comme tu l'as pointé. Donc au sein même du restaurant, puisque tous les restes de repas sont revalorisés pour être transformés en compost. Et tout ce qui est épluchure de légumes de nos adhérents, on les récupère tous les jours et on en fait du compost qu'on utilise après nous-mêmes dans nos parcelles ou qu'on redonne gracieusement, gratuitement à nos adhérents parce qu'ils ont contribué effectivement à la fabrication de ce compost. Alors, Et pour parlons d'un donner une sujet, idée, je te coupe un instant, mais parlons d'un ouais, sujet qui est quand même aussi très important. Les poules. Il y a Floriane Petit, voilà, ancienne résidente aussi de la Cité, qui a tourné au Journal du Monde. Voilà, à l'époque, tu avais essayé également de mettre des poules à ouais, la Cité. Voilà, il y a des poules aussi qui participent à tout cet écosystème j'imagine, de revalorisation, en tout cas de transformation d'un ouais. certain nombre de déchets. Eh ben, au total, on a estimé que sur l'année 2019, avec les composteurs et avec les poules, on a révalorisé 10 tonnes de biodéchets, Ah oui. ce qui est pas mal. Donc il y a tout ce qui est épluchure de légumes, c'est de nos adhérents, c'est dans les composteurs, et tout ce qui est épluchure de légumes du restaurant, ça va pour les poules. Alors pourquoi on fonctionne comme ça? C'est parce qu'il y a un certain moment, on donnait des restes de repas à nos poules. L'idée en fait des poules par rapport à un composteur, c'est qu'elles mangent à peu près tout, presque tout. Pas trop viande et poissons, faut plutôt éviter. Mais ce qui est intéressant avec une poule, c'est que tu peux lui donner des plats cuisinés que t'as pas fini et elle va les manger. Alors que mettre un plat plein de sauce avec peut-être des courgettes, des poivrons, des tomates qui ont été cuisinées, ça vaut mieux éviter de le mettre dans le compost.
ça va pas être très très bon. Donc nous, on les donnait aux poules. Maintenant, on a changé notre politique. Les poules continuent à revaloriser quelque chose. Ce sont les épluchures des légumes du restaurant. Et maintenant, on travaille en circuit court avec une autre entreprise qui s'appelle les alchimistes. Et eux, ils sont capables de revaloriser les épluchures des légumes, les restes de repas, pardon, en compostage avec un compost un petit peu plus technique que le nôtre, hein. Il y a un côté de broyage et d'extraction du jus, de l'eau. Donc ils sont sur un produit sec. Donc ils broient Alors, tout, les os, les restes de repas, de poissons. Et grâce à ce broyage et à ces extractions de jus, ils font du compostage beaucoup plus rapidement que nous. Nous, en moyenne, on met 6 mois, 1 an. Eux, ils le font en quelques mois. et qu'est-ce qu'ils Et ils obtiennent le à la font fin? avec C'est un un compost produit sec, classique, un classique, comme d'accord. nous, normé en plus. Eux, ils ont une normalisation, donc ils ont derrière des analyses qui sont faites pour pouvoir ensuite le vendre à des urbains s'ils le souhaitent. Ah oui, Donc d'accord. grâce à Je savais pas ça, que ça existait. au restaurant de la recyclerie, on revalorise 100% de nos biodéchets. Et on va plus loin parce qu'on revalorise aussi les biodéchets de personnes qui habitent dans le quartier. Et cet aspect bénévolat, il y a des gens qui reviennent régulièrement, c'est des gens qui sont relativement présents, ça se passe comment? Alors sur les 73 chantiers réalisés dans la ferme urbaine, c'est 600 adhérents. Donc 100 adhérents sur 600 qui viennent nous donner des coups de main, c'est pas mal. À savoir que là, depuis la création de la recyclerie, maintenant il y a 5 ans, on a une montée régulière du nombre d'adhésions et de participation au chantier au potager. Donc je pense que d'année en année, ça va augmenter. Alors, Olivier revient juste dans un instant. Voilà, c'est le retour. Donc ouais, sûrement c'est un petit logiciel qui doit avoir un petit problème de cache dans nos navigateurs, je pense. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on a entendu sur. Ça s'est bien coupé. Franchement, c'était bien. Ok, Voilà, tu parlais des d'accord. 73 chantiers réalisés dans l'année avec un certain nombre de bénévoles qui revenaient régulièrement. Du coup, il y a Voilà. vraiment une vie associative Ouais, autour de ces structures, ce qui est pas toujours un pari gagné, ou j'imagine, parce que c'est vrai qu'on peut voir que dans la vie associative, c'est toujours une minorité qui, en général, œuvre, et beaucoup de d'adhérents sont plutôt consommateurs ou acheteurs dans hmm, des systèmes coopératifs. Là, on voit qu'il y a quand même une dynamique où il y a presque quoi, un sixième à peu près des gens qui sont actifs et qui participent au projet, ce qui est quand même une sacrée belle réussite. ouais, tout à fait. Et on essaie de les impliquer le plus possible en leur demandant des personnes nouvelles, les anciens encadrent des nouveaux. Ah oui, ça c'est voilà un système de tutorat pour voilà pour encore créer plus de liens entre les adhérents. Ah, décidément. Donc il y a un système de tutorat entre les adhérents pour créer encore plus de liens et j'imagine aussi permettre à l'équipe comment dire permanente de pouvoir aussi se consacrer sûrement à d'autres chantiers, à continuer à développer les C'est activités. ça. Ok, alors moi ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu plus de ce qu'est l'agriculture urbaine. Je t'avoue que c'est pas quelque chose que je connais particulièrement bien. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot Pardon, du coup, sur du coup, ça a coupé. voilà, sur l'agriculture urbaine? Oui, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière tout ça? terme parapluie qui ratisse très très large. Tout de suite, je vais vous le dire, c'est pas bobo, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis ça a été beaucoup développé pendant les guerres, et aujourd'hui on en reparle beaucoup parce que je pense que le citoyen urbain veut se reconnecter un petit peu à la nature. Et il y a différentes structures, à différents visages de l'agriculture urbaine. Donc nous, à la recyclerie, on est plus sur le côté pédagogique, reconnexion de l'urbain
avec le rural, avec la nature, mais il y en a qui sont beaucoup plus sur la production. À la recyclerie, on fait un peu plus du low-tech, mais il y en a qui sont beaucoup plus sur le high-tech. Donc, pour donner quelques exemples, il y en a qui se sont spécialisés dans certains types de production. Sur certains toits de Paris, il y a des cultures de safran. Donc, safran, c'est une culture de bulbes de goût au plat après. Donc, après, c'est transformé. Il y a aussi des cultures de champignons dans des anciens parkings souterrains qui sont plus utilisés. Des champignons qui sont d'ailleurs aussi utilisés après au restaurant de la recyclerie. Des endives, des micro-pousses, des fraises dans des containers ou sur des toits. Ah, Ça peut être ça j'ai aussi vu ça. du houblon. Hein, le houblon, on récupère les fleurs et on l'utilise pour aromatiser. C'est une culture qui est grimpante, donc tu peux utiliser des murs. Donc tu vois, je te dis des parkings souterrains, des murs, des rues. Hein, l'agriculture urbaine, c'est ça aussi, c'est les Les permis de conteneurs. végétalisation. C'est des gens qui s'accaparent des espaces de la rue en demandant à la mairie et pour y en faire des belles choses ou aussi des réserves de biodiversité. Hein, en fait, en mettant certains types de fleurs qui vont attirer des insectes pollinisateurs ou qui vont faire des abris pour des insectes ou des oiseaux, ben on participe à tout ça. Donc tu vois, c'est très très large. Tu as à la fois la production et puis tu as la reconnexion de l'urbain, du citadin avec la nature. Alors moi c'est vrai que j'avais vu la partie conteneur à fraises. Voilà, parce que j'avais trouvé ça assez rigolo. Bon, ils prétendent. Ah, Olivier nous revient. Rebonjour. Tu m'entends? Ouais, salut. Tu m'entends, non? Ah, des petits problèmes de son. Bon, ça arrive. Alors attends, j'ai une idée. Hop, on fait une mini pause. Tu vas voir, c'est foufou. Hop, regarde, on va faire ça. Ouais, ça bug un Ouais, peu, c'est mais bon? ça va. Ok, c'est génial. Ah, c'est vrai que moi je disais que les conteneurs à fraises, moi ça, j'avais vu parce que j'avais trouvé ça assez rigolo là quand bon ils prétendent faire des fraises aussi bonnes que les fraises qu'il y a dans la nature, en contrôlant les entrants, en étant plus écologique, car moins de Ouais, transport et c'est donc bon. produits à côté. Alors je crois, hop, c'est bon. C'est Agricool, non? Je crois que ça s'appelle les conteneurs en fraises. Du coup, je vois qu'on a une magnifique question de Maria-Alexandra, qui est aussi, je crois, a traîné dans le jardin à une certaine époque, Hmm. qui demande comment on peut lancer ce type d'initiative, alors soit dans les résidences ou dans nos quartiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement facile à lancer ou ça a quand même beaucoup de contraintes? Voilà, je ne sais pas, j'ai pas de parti pris là-dessus. Ah, je crois que nous allons passer un petit système D avec Olivier. J'ai une petite idée. Regarde, on va faire ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, on va faire un petit test avec Olivier. On va essayer de se resynchroniser ailleurs et de revenir dans le live proprement. Je crois que nous sommes bloqués tous les deux dans une boucle technique. C'est la magie des lives. Alors, si tu veux monter ta structure en agriculture urbaine, Allez, on voit qu'on a un gros décalage entre nous deux. On revient tous les deux dans un instant.
Olivier, es-tu avec nous? Olivier, Olivier, est-ce que tu m'entends? Un petit souci technique. Ok, allez, Olivier. Hop là. On va revenir dans le live d'ici un instant. Allô Ouais, Tanguy? ouais, on est bon? Ouais, c'est génial. Ouais, ok. Et C'est bon? ben normalement le public parle à petits coups. Voilà, je pense que ouais, voilà, on est bon. Ouais. On va s'entendre un petit peu en écho. Voilà, cher public, on est de retour a priori en live. Je regarde si le live n'a pas coupé. Est-ce que ça c'est toujours voilà. Dites-nous si vous nous entendez parce que voilà, les petits soucis techniques du live, c'est toujours ça. En tout cas, eh bien nous revoilà. Donc on parlait d'agriculture urbaine, de comment ça se passe un petit peu partout. Et donc il y avait Maria-Alexandra qui demandait si c'était simple ou pas de mettre en place de telles initiatives. Quel est ton avis là-dessus, Olivier? Sur, sur quelle initiative? En agriculture urbaine, de façon générale, est-ce que c'est facile Ouais. de mettre en place de telles initiatives? Mais Alors pour mettre en place de telles initiatives, il y a des accompagnements. Donc c'est très bien parce que ça va me permettre de vous parler d'une structure associative qui s'appelle l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, l'AFOP. L'AFOP, c'est une association qui s'est créée maintenant depuis 2016, qui regroupe tous les professionnels de l'agriculture urbaine. Donc tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui font des champignons dans des parkings, ceux qui font pousser des légumes sur les toits, ou ceux qui ont plutôt le côté pédagogique et reconnexion de la nature, de l'homme avec la nature, comme c'est le cas à la recyclerie. Et je pense que c'est une association, ça doit être unique au monde d'avoir un rassemblement comme ça, cohésif de l'agriculture urbaine dans un pays. C'est une association où tout le monde se soutient, il n'y a pas de compétition, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on a tous des boulots différents, on a tous des activités un peu différentes. Et pourquoi je parle ça? Parce que pour moi, la FOP, si on parle d'agriculture urbaine, c'est la référence. Donc, si on veut chercher du travail en agriculture urbaine, eh ben, on peut aller sur le site. Il y a tous les jobs, toutes les candidatures qui existent en ce moment. Si on veut déposer son CV, bah, on écrit à la FOP, on dépose son CV pour un stage ou pour un boulot. Et tous les membres, ils vont venir regarder régulièrement s'il y a des choses qui les intéressent. Et surtout, pour le point dont parle Maria, c'est le côté formation. L'agriculture, la FOP a référencé toutes les formations qu'il existe en agriculture urbaine, aussi bien à Paris, Nantes, Lille, Angers aussi. Voilà, il y a un référencement et donc après, bah, il suffit de voir la formation qui vous convient. Est-ce que c'est une formation, vous voulez y passer beaucoup de temps ou est-ce que c'est plutôt quelques jours dans la semaine, quelques heures? Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui forment pour monter son projet d'agriculture urbaine, qui vous accompagnent sur le côté juridique, sur le côté plantation. Et sinon, pour la pratique, moi je trouve que la meilleure école au monde pour faire du jardinage,
c'est d'avoir son jardin et de pratiquer. Alors, si on n'a pas de jardin, il y a une alternative, les jardins partagés, comme c'est le cas du jardin partagé à la Cité internationale. Il faut un espace où on va venir pratiquer et tester. Il faut rater. C'est ça le jardinage. Il faut se tromper et recommencer l'année prochaine. Rater ses semis de tomates et réussir mieux l'année d'après peut-être, ou encore l'année d'après. Donc voilà, c'est un apprentissage de la vie. Faut être patient. Donc c'est ça le jardinage et le jardinage urbain, c'est pratiquer, faire ça sur son balcon, chez soi, dans un jardin partagé. Et puis si on a envie d'aller plus loin, si c'est quelque chose qui nous botte vraiment, bah, pourquoi pas se faire accompagner par les structures existantes qui Parce que forment tu en parlais de la agriculture FOP urbaine. juste avant. J'ai l'impression quand même les profils des Mm. structures qui participent sont très variés. On a des gens comme la recyclerie qui sont plutôt en mode associatif, comme Agricool, j'imagine, les conteneurs de fraises qui sont en Oui. mode start-up et qui lèvent Mm. des millions et qui espèrent être un jour une des nouvelles licornes françaises. Donc vous réussissez quand même à trouver voilà à travailler, on va dire, ou à expérimenter en bonne intelligence. Ouais. Ouais. Oui, oui, et parce qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et alors après, au sein même de l'association française d'agriculture urbaine professionnelle, la FOP, il y a des collèges. Donc il y a le collège recherche et développement. Donc par exemple, bah, tous ceux qui font de l'hydroponie. Donc c'est des cultures hors sol Avec dans des circuits d'eau fermés, des poneys évidemment, avec des hydroponie, hydroponey, voilà, avec des poneys exactement c'est comme ça. l'aquaponie, l'aquaponée. Et ben peut-être qu'ils ont envie de se rassembler entre eux, tous les hydroponistes en agriculture urbaine, pour essayer de trouver par exemple des solutions à des maladies ou des ravageurs qu'ils ont souvent. Peut-être que ceux qui travaillent sur les toits, ils ont envie de trouver des solutions à des ravageurs, pareil. Il y a aussi un collège spécialisé sur les achats, parce que l'idée c'est aussi bah, de faire des achats tous ensemble, de diminuer les coûts, de diminuer les transports, de peut-être faire des livraisons d'un seul coup pour toutes les personnes qui sont ensemble dans un même endroit. Et puis il y a aussi tout le volet juridique, de protection, de mise en valeur des structures qui sont déjà existantes ou des projets qui vont se monter. La FAP a un rôle très important à jouer là-dessus sur les appels à projets par agriculteurs. Donc c'est spécifique à Paris, mais ça existe, ça commence à se développer dans d'autres villes de province. Ce sont des appels à projets pour réaliser de l'agriculture urbaine sur des toits ou sur des zones en friche. Et donc il y a des associations, des entreprises qui répondent à ces appels à projets pour y faire de l'agriculture urbaine. Et donc voilà, il y a vraiment un aspect très très cohésif, d'intérêt et de mise en valeur de l'agriculture urbaine, de son rôle, de son utilité. J'ai, Et casser les oui, clichés. Parce que l'un des gros clichés qui revient très souvent, c'est l'agriculture urbaine va nourrir les villes. C'était peut-être le cas pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, vu la population parisienne, c'est relativement difficile de pouvoir fournir tous les Parisiens seulement avec l'agriculture urbaine. Donc c'est pas ça le principe, c'est plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure, reconnecter l'urbain, revaloriser aussi les déchets urbains, comme on le fait à la recyclerie. Donc mettre en valeur les circuits courts et puis bah, tous les bienfaits dont on a déjà parce que parlé du coup, de l'agriculture urbaine. d'après ce que j'ai pu comprendre, sur Paris, il y a un certain nombre de jardins partagés. Ils sont souvent devenus difficiles d'accès parce que il y a une forte demande hein, quand même. Donc, est-ce Mm. que, je sais pas, sur un balcon avec quelques pots, voilà, il y a déjà moyen d'expérimenter des choses intéressantes, Eh mais c'est ça. ben, ça peut me permettre de parler des défis. Donc là, on est en contexte un peu spécial en ce moment, hein. On est tous enfermés chez soi et en même temps, on a envie de faire du jardinage. Donc, moi, ce que j'ai ressenti depuis le début du confinement, c'est bah déjà, je peux pas aller dans le jardin de la recyclerie et je suis plus en contact avec les bénévoles avec qui on travaillait beaucoup. Donc pour garder le contact un petit peu avec eux, on a décidé avec mes collègues de leur lancer des défis. Et donc régulièrement, on fait des petites vidéos, tutoriels où on explique grosso modo comment faire pousser des légumes chez soi avec très peu de choses.
ou comment faire repousser des légumes à partir d'épluchures de légumes. Donc tous ces défis, à la base, étaient plus consacrés pour les adhérents, mais finalement, on l'a ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est que le plus de personnes essayent de participer, de jouer le jeu, pour que on continue de s'amuser à la maison et qu'on apprenne des petites astuces ou qu'on s'amuse avec les enfants, parce que ça, même si ça marche pas à tous les coups, c'est pas grave. Ça permet aux enfants de voir un petit peu une carotte qui va repousser, par exemple, parce qu'on a un tuto où on fait repousser des fans de carottes, ou de revoir un poireau qui pousse. Hein, on prend la base du poireau puis il commence à repousser. Ça peut être aussi une belle façon de revaloriser des déchets qu'on a à la maison. Hein, là, dernièrement, on a fait un tutoriel sur des semis dans des coquilles Des d'œufs. semis dans des coquilles d'œufs. Donc on met des semis dans des coquilles d'œufs. Alors, je sais qu'on n'a pas tous de la terre à la maison, mais c'est bien, ça peut permettre de revaloriser aussi un autre produit, le marc de café, si on est consommateur de café. On prend un petit peu de marc de café et on met dans la petite coquille d'œuf, comme si c'était de la terre, et on fait un petit trou, on met une graine. Mais au lieu d'utiliser une coquille d'œuf, on peut aussi utiliser, parce qu'on en a beaucoup acheté, je crois, certains d'entre nous ces derniers jours, le papier toilette. Donc il y a eu pas mal d'achats compulsifs sur le papier toilette. Donc maintenant on a tous des rouleaux de papier toilette, je suppose, à la maison. Et on peut les réutiliser très simplement pour les utiliser pour support de culture, pour y faire grandir ces petites graines. Donc j'ai fait un tuto là-dessus aussi, c'est très très simple, hein, voilà, j'en ai une ici. Enfin, la graine n'a pas encore poussé, mais tout simplement, il faut juste venir faire 4 petites entailles sur la base de notre de papier toilette. Hein, je le fais rapidement comme ça. S'il y en a qui voient le live, ils pourront le refaire aussi à la maison. Voilà, très simplement, j'ai découpé 4 entailles, hein, ici, on les voit très bien. Et on replie tout ça comme si on fermait une boîte en carton. Et donc ça fait, quand c'est bien fait, un petit pot. Magnifique, quel teasing. Alors si je te propose qu'on fasse une micro-pause un instant et qu'on monte juste le début d'un de tes tutos, voilà, pour donner un peu plus envie encore Carrément. à cette belle communauté, parce qu'on a un petit peu de monde aujourd'hui, là, on est à 25 personnes. Ouh. Voilà, pour découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. On switch d'écran, on regarde ça et on revient ici il y a quelques secondes. Et voilà, petit extrait, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a déjà 3 tutos en ligne si je ne m'abuse. Voilà, en tout cas c'est vraiment sympa, c'est très ludique, il y a de la musique, il y a de l'animation. Voilà, tu avais fait un peu de théâtre avant, c'était une passion, une envie? Non, je crois que ça a pris sur le tas, en étant souvent en contact à la recyclerie avec les enfants. Il y a ces petites remarques qui reviennent, des petites blagues qui font. Donc en réalité, j'ai plus pompé sur les gamins que moi-même inventé tout le temps des trucs. Mais ouais, c'est l'expérience du terrain. Du coup, t'as pas mal d'idées encore pour tenir le prochain mois? Ouais, heureusement il y a mes collègues aussi maintenant qui m'épaulent. Donc les prochains tutos, les prochains défis de la recyclerie d'ailleurs seront réalisés par mes collègues. Donc un peu moins jardinage tout le temps, ce sera d'autres thèmes. Par exemple le zéro déchet, hein, revaloriser des chaussettes trouées ou des chaussettes perdues. Donc ça, si vous avez envie d'en savoir plus, il faut rester suivre l'actualité de la recyclerie sur sa page Facebook. Régulièrement, on mettra des vidéos pour des défis.
Et puis de mon côté, le prochain, là, je l'ai déjà encore en tête, mais je dis rien parce que je veux garder Alors la sinon un surprise. tips pour retrouver des chaussettes perdues, il faut regarder South Park. Il y a un super épisode qui explique que ce sont des gnomes voleurs de chaussettes qui les volent. Voilà, toute la vérité dans South Park évidemment. Euh, toi du coup quand tu arrives à la cité, donc tu étais à AgroParisTech, tu suis tes études. Un jour tu fais cette rencontre avec le jardin du monde. Euh, Mm, là, tu vois un espèce de bac à ça dans lequel tu peux tester des choses ou comment se fait cette rencontre en fait? exactement. Alors cette rencontre, elle s'est fait à travers plusieurs résidents, mais surtout Aubin Garcia que j'avais rencontré à la Mina et qui m'a dit tiens, si tu veux, viens nous voir au jardin. Alors un jour je suis venu, c'était pour l'événement, c'était un barbecue. Je savais pas trop ce que je faisais là et on m'a dit de m'occuper du barbecue. Donc je me suis retrouvé à le faire. Et puis ça y est, c'était le début de la fin quoi. Je me suis retrouvé, j'y allais régulièrement et puis je me suis impliqué de plus en plus jusqu'à ce que après j'implique aussi les autres et que je les accompagne aussi dans ce qu'ils avaient envie de faire dans le jardin. C'est vraiment un jardin collectif, hein. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de décisions qui sont prises tout seul. Et c'est effectivement un terrain d'expérimentation pour s'amuser, à tester des trucs, des nouvelles plantations et tout. Mais je pense que le jardin du monde, le jardin partagé de la Cité internationale, c'est surtout, et c'est le cas de la recyclerie aussi, un lieu de rencontre. Hein, à la Cité internationale, c'est un grand campus. Il y a énormément d'étudiants, des milliers d'étudiants qui passent tous les ans par là. Et il y a plusieurs lieux de rencontre. Le vélo volant, où on peut réparer ses vélos, ça en fait partie. Mais le jardin partagé, le jardin du monde, ça en fait partie aussi. Et donc régulièrement, j'invite aussi à suivre la page Facebook du Jardin du Monde parce que régulièrement, ils font des événements de jardinage, mais pas que. Ça peut être aussi des barbecues, ça peut être aussi l'événement phare de l'année à ne pas louper, la récolte du houblon. Et puis le deuxième événement phare à ne pas louper aussi, encore moins que le premier, Bah oui, oui. la La dégustation de mousse la du bière. jardin. Parce que voilà, la recycle, voilà, la mousse du jardin, le jardin du monde Trois, depuis 3 ans, ouais. maintenant 3 ans récupère chaque année le houblon, donc la fleur, et grâce à Bureaucratie, donc qui est une petite boutique de bière locale et éthique sur la butte aux Cailles, qui les accompagne pour ça, qui les aide à brasser quelques litres de bière, mais c'est déjà bien. Et après, il y a une grande fête pour déguster cette bière made J'ai in l'impression cité. que tes propos remplissent de nostalgie un certain nombre de nos viewers aujourd'hui. Puis il y a Pierre Laville qui est actuellement également un des membres actifs du jardin qui dit et il y a également le vin chaud effectivement. C'est cette belle recette de vin Ouais, chaud qui se transmet de génération en génération et qui délecte les palais des uns et des autres. En parlant de jardin du monde, tu as également participé à un truc assez sympa qui commence mm, pareil mais qui termine un petit peu différemment parce que c'est Jardin du monde en mouvement, qui est un concours organisé par l'Oblique, donc le Centre de valorisation du patrimoine de la cité, financé entre autres par la Caisse des dépôts, si je ne m'abuse. Et donc des toi, tu as eu la dépôts, chance de proposer un c'est ça, projet cette tout à année fait. avec Aubin d'ailleurs, je crois, et de voir un Ouais. jardin se Alors, réaliser à la Mina, ce qui est quand même voilà, un sacré clin d'œil à ton parcours à la cité. c'est ça. En fait, donc on était trois. Il y avait Aubin Garcia, Maher Nasr et moi-même. On n'est pas arrivé à quitter la Cité internationale apparemment, puisque on y est retourné pour ce concours. Donc c'est un concours maintenant qui existe depuis 3-4 ans et qui propose en fait à des jeunes diplômés ou des étudiants encore d'ailleurs en architecture, en design, en paysagisme, de créer une œuvre en relation avec une maison de la Cité internationale. Et il y a quelques critères importants à respecter sur justement le côté développement durable, donc avec le plus possible des matériaux biosourcés, réutilisables ou provenant de recyclage, et de mettre en valeur l'architecture d'une maison
avec son œuvre. Donc on a décidé tous les trois de choisir la Maison internationale d'AgroParisTech parce qu'on y a vécu un certain nombre d'années. Et notre projet qui a été maintenu, merci à la Cité internationale, merci au directeur de la MINA également d'avoir gardé notre œuvre, parce qu'à la base c'est une œuvre éphémère. Elle a été maintenue et une des boissons qu'on aimait bien là-bas, c'était la bière. Donc on a fait pousser du houblon dans notre jardin, qui est venu recouvrir des arches, qui est venu également recouvrir une statue qui existe depuis pratiquement la création de la maison de la Mina et qui représentait pour nous une image de l'agriculture trop traditionnelle, peut-être trop C'est vrai ancienne, qu'on qui était plus est, trop au sur goût une du France jour. assez Hein. pétainiste quand même. On est plus proche de travail, famille, patrie C'est ça. voilà, Ça fait un peu voilà, la femme kolkhoz, voilée, assez religieuse soviétique, derrière, le petit bonhomme en béret à l'avant, avec poussant la l'enfant. brouette. On n'est pas loin de la semeuse C'est également, ça. hein, qui circulait sur notre pièce. Donc on a arrivé à faire disparaître ces statues pendant quelques semaines. Elle a été recouverte de plein de plantes différentes. Et ce qui était très intéressant dans ce jardin, c'est que toutes les plantes en grande partie étaient comestibles. Et donc les résidents de la maison ont participé, ils nous ont aidés à élaborer, à construire ce jardin, et ils en sont servis. Ils ont mangé une quarantaine de salades, ils ont mangé des tomates, ils ont mangé des choux, des haricots, il y avait plein de choses. Et cette année, on va venir replanter encore des légumes pour qu'ils continuent de s'en servir et profiter d'un petit espace qui est juste à côté de chez eux, de pouvoir avoir le plaisir de cueillir des aromatiques ou des salades toutes fraîches et de les utiliser Et puis c'est dans également une les maison heures qui qui suivent. fonctionne bien au niveau compost, parce qu'ils ont un compost qui tourne bien. Mm. On a eu l'occasion de les faire intervenir voilà, sur un forum autour du développement durable il y a quelques semaines. Et ce qui était aussi intéressant, j'ai trouvé, c'est que voilà, il y avait des personnes de la maison qui étaient également impliquées, et je trouvais que ça faisait vraiment écho aux valeurs humaines qui sont véhiculées par le développement durable. Voilà, c'est pas juste des résidents, il y a aussi le personnel de Mm. la maison qui est motivé. Et puis, on voit que dans un certain nombre d'autres maisons, il y a également des bacs à compost. Il y a Pierre Laville, là je vois, qui poste pas mal dans les commentaires, qui est également voilà, qui en a aussi fait installer. Il y a également Léopold Carlon qui en avait mis. Alors, ça marche pas tout le Mm. temps parce que ça demande finalement, ça paraît une idée simple, souvent le bac à compost, mais finalement, ça demande une régularité, un entretien sur le long terme. On voit qu'à la Mina, voilà, ils ont sûrement plus cette culture peut-être liée également à la formation et au cadre école, voilà, Mm. des habitants de la maison. Mm. Et toi, donc, Tout à fait. toi, t'enchaînes les seaux de compost à la recyclerie. Tu les vois défiler. Ouais. Ouais, alors je fais ça, mais c'est surtout mon collègue qui le fait, mais parfois je viens l'épauler tellement il y en a. Il peut nous arriver d'avoir plusieurs centaines de bioseaux par jour. C'est pas la tâche la plus facile hein, du compost parce que parfois, malheureusement, nos adhérents ont gardé leurs épluchures de légumes dans leur bioseau trop longtemps. Hein, le bioseau, c'est un petit seau vert, tout petit, dans lequel on met ses épluchures de légumes avant de le mettre dans le compost. Mais bon, normalement, faut pas laisser ses épluchures de légumes trop longtemps dedans. Et au bout de 2 semaines, ça commence à sentir, c'est normal, hein, c'est comme une poubelle. Il y a du méthane qui se dégage, des produits azotés. Donc ça sent très 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 fort. On peut avoir aussi des mouches, des petits insectes qui commencent à arriver, qui sont pas toujours très agréables. Donc c'est pas la phase la plus sympa, mais après, à force de travailler dedans, c'est habitué. Et puis c'est satisfaisant aussi de voir très rapidement ces épluchures de légumes très 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 rapidement se transformer en compost grâce à toutes les petites bactéries et les champignons qui sont dedans et grâce aussi au verre de... Pour un indice, pour ceux qui souhaitent faire du compost, à la recyclerie, on le voit très facilement. Si votre compost est bien, il est censé monter en température normalement assez facilement, autour des 50-70 degrés. Donc ça se voit très vite parce qu'il y a un gros dégagement de vapeur d'eau. Hein. Les épluchures de légumes Attention sont très à chargées en l'incendie. eau. Et alors, en milieu fermé, dans les déchetteries où ils font du compostage en andin, donc sur des sortes de grosses pyramides très très longues, quand c'est en milieu fermé, il faut faire attention, il peut avoir enfin, en tout cas du feu, parce qu'il y a des dégagements Il de y a méthane Pierre qui dit que des dégagements l'été, de ça gaz. peut encore monter plus, Euh, a priori.
Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et alors pour avoir un bon dégagement de chaleur comme ça, il faut avoir un bon apport aussi en carbone. Et donc tous les gens qui font du compostage, souvent on oublie d'apporter ce carbone, hein, parce que les épluchures de légumes, c'est l'azote, et souvent on oublie le carbone. Donc le carbone, bah, ça peut être des copeaux de bois, ça peut être de la paille, mais si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. Ça peut être aussi des feuilles d'automne. Ça marche très très bien. Hein, c'est tout ce qui est mort, tout ce qui est marron Ah et oui? tout ce qui est plutôt sec et qui va venir apporter les champignons nécessaires au compostage. Donc c'est très important d'en apporter régulièrement et beaucoup. Hein, il faut avoir un rapport carbone-azote, 2 tiers de carbone et 1 tiers d'azote. C'est ce qu'on essaye d'avoir à la recyclerie. Ça fait une bonne maturation Et du du coup, compost. en recherche, est-ce que voilà, finalement la chimie a de plus en plus peut-être une place sur ces thématiques? Hmm, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, ça me permet de rebondir parce que j'avais pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Souvent, quand je présente le potager de la recyclerie, je présente 3 volets. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la production. Juste pour le détail, en production, on va plutôt faire des fleurs comestibles et des aromatiques. Ce sont des choses qu'on peut apporter en petite quantité au restaurant et qui ont de la forte valeur ajoutée, qui se vendent assez cher. On a vu le pédagogique avec toutes les visites, avec les chantiers. Et il y a aussi le côté important expérimental. Pour l'expérimentation, on est accompagné, parce que tu parlais de chimie, donc ça me permet d'en parler un petit peu. On est accompagné par AgroParisTech et plus particulièrement le bureau d'expertise d'AgroParisTech pour faire régulièrement des analyses du sol, du compost, de l'eau de pluie, des légumes qui poussent dans notre sol pour voir bah, s'il n'y a pas des risques de contamination. Parce qu'on est en milieu urbain, qui dit milieu urbain, bah, dit potentiellement des risques de contamination. Hein. Il y a de la pollution en ville. Donc, ce qui est le plus dangereux, c'est pas la pollution atmosphérique, c'est plutôt les retombées de métaux lourds qu'on peut retrouver parfois en très grosse quantité dans le sol. Et donc, par rapport à ça, bah, on est accompagné par ce programme de recherche pour évaluer les risques et réagir vis-à-vis de ces risques-là. Et donc, on sait, par exemple, exactement les zones qui sont très très à risque dans la recyclerie, sur lesquelles on va pas faire tel type de légumes, ou voire même pas du tout de culture, ou des cultures pour la biodiversité avec des plantes qui vont attirer les insectes pollinisateurs si c'est pas pour notre C'est vrai que propre je fais le lien consommation. avec la cité. Alors c'est indirect, mais c'est vrai qu'à la cité finalement, grâce au jardin, moi j'ai découvert que les sols à la cité étaient finalement pollués par endroits. Donc c'est vrai que sur le jardin du monde, il y a cette Mm, particularité où il y a quasiment la partie droite du jardin, voilà, on peut pas planter de choses comestibles, et la partie gauche où on peut y aller. mm, Tu parlais aussi des insectes. C'est vrai qu'on a mm, eu pendant 5 années des ruchers parce que ça paraissait être une ouais, excellente idée. Et puis les municipalités, la municipalité de Paris ont longtemps encouragé la mise en place de ruches, voilà, d'abeilles domestiques. Et finalement, bon, voilà, on s'aperçoit que c'était pas la meilleure idée qu'on a eue quand il y avait trop d'abeilles domestiques dans les villes et plus de place pour les abeilles sauvages. Parce qu'on fait pas de numéro de cirque non plus avec des abeilles domestiques. Mais c'est vrai qu'on voit que tout ça aussi, voilà, j'ai pas parlé de mode, mais ça, il y a des tendances parfois, et on s'aperçoit aussi que tout n'était pas forcément une bonne idée. mm. Ouais, ouais, il y a une remise en question, mais c'est très important, c'est très très bien. Bah, c'est un petit peu le côté apprentissage qu'on retrouve aussi dans le jardinage. On fait des erreurs et puis on voit qu'on fait des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs et donc parfois les corriger. Et je pense que la Cité internationale a très bien réagi en retirant ses ruchers et en installant en contrepartie beaucoup plus d'hôtels à insectes. C'est vrai ils sont assez présents. Alors ça, c'est un truc, mais tu pourrais nous expliquer un peu comment ça marche? Parce que c'est vrai que moi, je me dis toujours, quelques petits morceaux de bois ou d'une petite essence dans une petite barquette dans un hôtel d'insectes, est-ce que ça a vraiment une efficacité? Ça permet vraiment à des insectes voilà, de s'héberger? Alors pour expliquer juste un petit peu la différence, parce que tu parlais effectivement des ruchers pour faire du miel et puis les hôtels à insectes. Donc les ruchers pour faire du miel, on a des abeilles domestiques souvent dedans, qui sont des très très bonnes productrices de miel et qui sont des bonnes pollinisatrices, mais qui vont plutôt aller sur des spots de fleurs. Donc elles vont aller sur des gros arbres où il y a beaucoup beaucoup de fleurs. Mais par exemple les petites pâquerettes ou les pissenlits au sol, ça les intéresse pas trop trop. Et dans l'autre sens, tu as les hôtels à insectes qui vont venir, eux, servir d'abri
pour des insectes qu'on dit plutôt sauvages ou solitaires, qui vont venir effectivement, comme tu l'as pointé du doigt, dans du bois, dans des trous, dans des bûches qui sont percées, ou dans du bambou. Ce qui va se passer en fait, c'est que ces insectes sauvages ou solitaires vont venir pondre à l'intérieur. Et on sait que c'est efficace parce que si on vient après la saison de l'été, il arrive de voir que dans ces bûches ou ces bambous qui étaient creux à la base, bah, il y a des bouchons de terre dedans. Et en fait, ce sont les insectes solitaires ou sauvages qui sont venus pondre dedans et qui ont refermé la porte avec un bouchon de terre. Donc c'est super pour le développement de ces insectes parce que eux, ils sont très très bons pollinisateurs. Ce ne sont pas des producteurs de miel, mais ce sont des très bons pollinisateurs. Ils vont sur toutes les fleurs et ils sont essentiels. Et donc de construire ce type de structure-là, c'est vraiment important parce qu'en ville, on commence un petit peu à manquer de bois mort. Il y a un moment donné, heureusement ça a changé, mais il y avait la politique où bah il faut avoir des jardins très propres, un peu à la française, avec pas de bois mort par terre. Maintenant, on réfléchit un C'est petit vrai peu qu'à la cité, on a à ça. excuse-moi Et de te bah couper, là, mais c'est vrai qu'on a des zones de friche depuis ouais, quelques années maintenant. Voilà, on peut saluer l'équipe du c'est jardin ça. pilotée par David Otamendi et on a régulièrement des Mm, plaintes de riverains, de promeneurs qui disent «Eh, c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette zone qui est pas entretenue, se laisser aller, scandale». Bon, alors heureusement, voilà, les choses aussi évoluent un petit peu. Il y a une signalétique qui est mise en place, mais et puis c'est vrai qu'autour des hôtels insectes, on a planté aussi des mélanges de plantes, de graines qui correspondent, j'imagine, aussi aux habitants censés habiter l'hôtel. C'est pas très français tout ce que je dis, mais c'est j'espère ça. que vous m'avez compris. Euh, mais c'est vrai que voilà, l'image aussi, l'image de ces villes propres, aseptisées, où la nature est contrôlée aussi, il y Mm. a un travail à faire pour revenir aussi à quelque chose, voilà, sûrement plus naturel, voilà, comme les légumes moches. Et ben voilà, est-ce qu'il faut avoir des villes moches? J'ouvre le débat. Vous avez 4 Mm. heures. Ouais. Mais ça peut être C'est joli, vrai. hein, des zones en friche, hein, ça peut être vraiment magnifique. Mais il y a effectivement tout un apprentissage, hein. Ça m'étonne pas qu'il y ait des plaintes de passants qui viennent dans le parc de la Cité internationale en disant mais vous avez laissé des troncs d'arbres au sol, pourquoi c'est pas tondu ici? Il faut réapprendre à tous ces usagers et ça commence bah, dès le plus jeune âge, hein, dès qu'on est sur les plus petits, à leur apprendre, bah voilà, pourquoi on laisse des zones où on passe pas la tondeuse, parce que dans ces zones où on passe pas la tondeuse, dans les autres herbes, bah, il y a beaucoup de biodiversité, il y a beaucoup d'insectes qui s'abritent dedans. On peut même avoir des mammifères, hein, des, des hérissons par exemple. Donc c'est bien de laisser un petit peu des zones où la nature, on lui dit waouh, stop, c'est une zone tampon, on n'y touche pas, et elle fait ce qu'elle veut, et elle Il y abrite a, plein de tu parles choses de mammifères, je vois, il y a utiles. Clémence également qui habitait à Garrick il y a quelques années, avec qui nous avons fait une magnifique recette de gâteau au chocolat ce week-end, lundi même, je crois. N'hésitez pas à aller la checker, c'était magnifique. Un méga live culinaire qui dit, dans les composts de ma maison, j'avais des souris. Alors, on sait que c'est une problématique. Alors, il y a toujours la question de l'entretien, il y a la question de la nature. Parfois, les rats aussi viennent et sont Ouais. malins parce qu'ils réussissent quand même à démonter les grillages qu'on met en protection. Tout ça n'est pas simple. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, mais peut-être que tu pourras compléter, que mieux le compost est entretenu, mélangé, moins on a ce genre de risque, mais que ça reste quand même un lieu qui va attirer voilà, la nature. Alors effectivement, les rats sont très intelligents, donc c'est assez difficile de s'en débarrasser. Nous, dans notre compost à la recyclerie, on en a vu beaucoup. Aujourd'hui, on apprend plutôt à vivre avec eux. Donc effectivement, si on s'occupe régulièrement de son compost, si on vient régulièrement le brasser, donc ça veut dire qu'on vient régulièrement retourner, bien mélanger le carbone et l'azote, les épluchures des légumes, elles vont se dégrader beaucoup plus vite. Et donc il y aura forcément moins de nourriture pour les rats, parce qu'ils viennent manger aussi. Mais les rats, ils viennent aussi pour une autre raison, ils viennent aussi parce qu'il fait chaud. Donc ça, bah, la température, vous pouvez pas la descendre de votre compost. Et c'est important qu'elle monte en température. Donc il faut savoir aussi un peu vivre avec eux et se dire que euh, peut-être qu'ils ont aussi une utilité dans le compost. Peut-être qu'ils viennent manger une partie des épluchures des légumes, donc qui participent au compostage. Et puis le brassage qui est essentiel au compostage, bah en réalité, eux aussi le réalisent parce qu'ils viennent creuser des galeries, ils viennent le retourner régulièrement.
On peut mettre des pièges si on veut, on peut mettre du poison. Moi, je pense que ça sert pas à grand chose parce qu'au final, ils reviendront toujours. On peut mettre des blocs de béton partout autour du compost, mais là, du coup, on n'a plus d'aération du compost. Donc, il faut savoir vivre avec eux et il faut savoir limiter un peu la population. Et donc, si on travaille régulièrement, effectivement, comme tu l'as dit, son compost, on peut limiter un peu la population de rats, venir régulièrement voir s'il n'y a pas trop de compost à l'extérieur du composteur, le remettre dedans. Mais il vaut mieux vivre avec que essayer de se battre contre Ok. parce que ça va être Est-ce sans que fin tu veux sinon. aborder un dernier sujet voilà, parce qu'on est déjà une bonne heure de live. Je crois qu'on a fait un tour de pas mal de thématiques. Voilà, on a répondu, je crois, à peu près à toutes les questions que j'ai vues passer dans les commentaires. Peut-être nous annoncer quand sort peut-être t'en as déjà parlé, le prochain challenge. Là, eh ben, peut-être aujourd'hui ou demain. Peut-être quel suspense. Voilà. L'orée du challenge. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés par le Jardin du Monde, il est très souvent ouvert les week-ends, les samedis ou les dimanches, donc faut pas hésiter à y aller l'après-midi très régulièrement. Il est ouvert à tous les résidents qui peuvent euh, participer, profiter juste même du jardin, s'asseoir dedans et pique-niquer, pourquoi pas. Et pour ceux qui sont intéressés par la recyclerie, nous réalisons 2 visites par semaine gratuites. Alors pas en ce moment, mais dès la fin du confinement, on devrait les reprendre ou au moins quelques semaines après. 2 visites le mardi et le samedi à 16 heures qui sont gratuites, qui sont sur inscription. Mais s'il y a plus de place, vous pouvez, si vous êtes juste un ou deux, venir nous voir et profiter d'une visite en interne de tout notre lieu pour bien le connaître, pour voir à quoi ça ressemble et Eh s'en ben, inspirer. super. Merci pour ton temps, Olivier. Merci voilà, pour toutes ces précisions, ces présentations. C'était Merci vraiment Tanguy. super. La technique ne nous a pas tant que ça lâché a priori. On a toujours du public. A priori, ils ont toujours du son. Et ça, je dirais, c'est presque une première. Bravo et merci. Deux petits mots pour dire que on lance un concours de récits pour les résidents et les anciens résidents de la cité. Le thème, c'est des récits en quarantaine. Donc, parlez-nous voilà, de votre période de confinement, voilà, des belles choses qui ont pu vous arriver également pendant ce temps qui peut poser aussi question, un peu des fois parfois introspectif. Nous on revient sur Cité Talks avec de nouvelles choses très prochainement. Sûrement on restera dans la fibre développement durable a priori. Voilà, on a deux trois pistes, de la cuisine également. Et puis portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Respectez bien le confinement, les gestes barrières. Et n'oubliez pas de manger, de regarder des jolies choses, de vous instruire et de faire les challenges d'Olivier. Ça occupe, ça développe le cerveau et ça développe également les pratiques écologiques. On vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée ou matinée si vous regardez ça en replay. On vous laisse avec de magnifiques gifs, un peu d'aquaponais et un peu de gestes barrières parce que l'aquaponais c'est quand même un sport sympathique. Au revoir et merci encore Olivier. Merci à tous pour votre participation. Merci Tanguy pour ces super Cité Merci. Talks. Et C'était un plaisir. effectivement, j'oubliais, merci à ce cher public qui a commenté comme pas possible ce magnifique épisode. Je crois que tu as abordé des sujets qui passionnent les foules. Bonne soirée!